Ces réfugiés qui tentent tout pour rejoindre l'Europe peuvent-ils représenter un atout économique pour les pays comme l'Allemagne qui leur donnent un toit? Analysons la question dans Real Economy cette semaine. L'Union européenne a enregistré 1,2 million de demandes d'asile en 2015. Cela paraît beaucoup? Remettons les choses dans leur contexte. Leur nombre a atteint plus de 300 000 cet été, ce qui ne fait que 600 demandes pour 1 million d'Européens. Mais comment mesurer l'impact économique avec des règles d'asile européennes où l'on ne distingue pas les réfugiés des migrants économiques? Voici notre cours accéléré. À l'arrivée des demandeurs d'asile, le pays hôte doit dépenser pour traiter leurs dossiers et leur donner accès à de la nourriture, à un logement, à des soins de santé et à une éducation. Plus de biens et de services sont donc produits, ce qui génère plus de revenus disponibles pour les travailleurs du pays. Voilà qui compense la pression à la baisse sur les salaires et sur l'inflation quand les demandeurs d'asile entrent finalement sur le marché du travail. Ce qui peut prendre jusqu'à 2 ans selon les règles en vigueur dans les différents pays. Souvent, les nouveaux arrivants ont alors plus de mal que les travailleurs nationaux à trouver un emploi. Pour équilibrer les choses, on peut améliorer leur employabilité, en les aidant à se loger plus près de leur travail, en rendant le marché du travail plus flexible ou encore en leur offrant des cours de langue et des formations. Une intégration économique réussie aidera le pays d'accueil à renforcer sa situation budgétaire et à relever d'éventuels défis démographiques. 60% des demandeurs d'asile cet été venaient de pays en guerre, de Syrie, d'Afghanistan et d'Irak. Ils ont été nombreux à se présenter en Grèce, Hongrie, Italie, France, et 6 sur 10 se sont rendus en Allemagne, où la politique de la porte ouverte fait débat. Notre reporter Giovanni Maggi est allé voir si ce pays est préparé pour faire de cet accueil un investissement à long terme. Pour les entreprises allemandes, comme ici SAP, le géant des logiciels professionnels, l'intégration des réfugiés, c'est du concret. Nasser et Mohanad, originaires d'Afghanistan et de Syrie, ont rejoint ces équipes, dont sans préparation, ils effectuent notamment un stage au sein de la société. La première difficulté, c'est la langue allemande. On doit suivre ces cours jusqu'à ce qu'on ait atteint le niveau qu'il faut pour être accepté sur le marché du travail. Et il y a aussi la culture qui est différente. Tout est différent. Je faisais du marketing dans mon pays pour une usine de céramique. Je pensais qu'on avait des pratiques commerciales modernes, mais en réalité, ici, on est à des années-lumière de ce qu'on faisait là-bas. On a beaucoup de choses à apprendre. Pour le directeur du recrutement chez SAP, cette offre de formation est une démarche naturelle. Notre défi pour nous, dans le secteur du recrutement, c'est de trouver des talents, peu importe d'où ils viennent, qu'ils soient migrants. Ou alors on va s'intéresser à un pays en particulier pour chercher les talents qu'il nous faut. L'Allemagne compte aujourd'hui 1 million d'emplois vacants, 685 000 d'entre eux nécessitent des compétences particulières. Tout juste arrivé de Syrie, avec son diplôme de technologie, Hussein a créé un portail d'offres d'emploi pour les migrants. Au début, on fonctionnait comme LinkedIn. On faisait se correspondre les candidats qu'on avait dans notre base de données avec les offres d'emploi. Aujourd'hui, on travaille comme un site d'offres d'emploi. On contacte les entreprises qui ont des postes à pourvoir. Les candidats peuvent voir leurs offres et ils peuvent postuler directement. Plus d'1 million de réfugiés sont arrivés en Allemagne sur un an. 21 400 ont trouvé un emploi. Mais seule une centaine ont été embauchés par les 30 plus grandes entreprises du pays. Voilà qui fait peu à l'échelle d'une population active qui se réduira de plusieurs millions de personnes ces prochaines années. D'ici 2020, le gouvernement allemand prévoit de dépenser plus de 90 milliards d'euros pour l'accueil des demandeurs d'asile. 6 milliards d'euros par an ont ainsi été alloués par l'Allemagne sur les 2 prochaines années, soit la moitié de son excédent budgétaire. Pour réduire la note, il faut rendre la politique d'accueil plus efficace, d'après ce représentant régional d'employeurs. On doit aujourd'hui réussir à les intégrer en déterminant parmi les nombreux programmes et initiatives ceux qui ont les meilleurs résultats, qu'il faut alors privilégier, mettre pleinement en place et élargir.
Ces éléments clés aideront à remplir l'objectif d'intégration de réfugiés qui, pour beaucoup, sont en âge de travailler dans un contexte de vieillissement rapide de la population allemande. L'exemple allemand soulève beaucoup de questions auxquelles peut répondre Jan Goldin, éminent spécialiste des migrations. Il est l'auteur d'un nouveau livre intitulé Age of Discovery et le directeur et fondateur de l'Oxford Martin School, ici à l'université d'Oxford. Dans le cas de l'Allemagne et des réfugiés, il y a toujours des coûts budgétaires. Comment les Allemands s'assurent-ils qu'il s'agit d'un investissement à long terme et non de fonds perdus ? C'est un investissement à court et à long terme. À court terme, cela stimule l'économie allemande dont la croissance sera 0,2% plus rapide que si les réfugiés n'étaient pas là. À plus long terme, l'Allemagne a l'un des taux de fécondité les plus bas du monde, donc leur accueil sera vital pour la viabilité à long terme de l'économie allemande. On dit souvent qu'on manque de preuves de tout cela. Google n'existerait pas sans Sergey Brin, qui était un réfugié. Le père de Steve Jobs était un réfugié syrien. Il faut leur donner la capacité de travailler, les former aux compétences dont ils ont besoin, reconnaître leurs précédents diplômes, s'assurer qu'ils peuvent intégrer le marché du travail, qu'ils sont informés des emplois disponibles, qu'ils peuvent y prétendre, qu'ils peuvent se loger. C'est vital. Les réfugiés ont un taux de dépendance aux aides inférieur à la population générale. Les pays qui les intègrent efficacement ont de bons résultats et ceux où les réfugiés ne sont pas autorisés à travailler, où ils sont placés dans des ghettos et où ils ne peuvent pas travailler, c'est dans ces pays-là où il y a des problèmes. Comment éviter que les travailleurs du pays se disent que leurs emplois sont menacés, que leur économie est menacée? Oui, et on voit ça au niveau politique. Il y a ce rejet en raison de ce sentiment de menace. L'Allemagne a une situation de pénurie de travailleurs et de très faible taux de chômage. Quand le chômage est élevé, on est beaucoup plus inquiet. Ce que fait la Suède est assez remarquable compte tenu de la taille de sa population. Et il est important de comprendre que ces personnes vont occuper les emplois dont les nationaux ne veulent pas. Sachez que même dans l'Est de l'Europe, par exemple, on manque massivement de travailleurs dotés de certaines compétences. Comment les réfugiés peuvent-ils apaiser les inquiétudes que peuvent avoir ceux qui vont les accueillir? Leur capacité à apprendre la langue du pays, à s'assurer que leurs compétences vont leur servir, à respecter les coutumes et les lois du pays qui les accueille, c'est absolument essentiel. Beaucoup travaillent en étant surqualifiés pour l'emploi qu'ils occupent. Mais je pense qu'il faut reconnaître que cela prend du temps, que c'est difficile pour les pays d'accueil, qu'une adaptation est nécessaire des deux côtés et qu'en 4 ou 5 ans, on verra les avancées réelles si le pays d'accueil et les réfugiés sont prêts à faire les efforts nécessaires. Yann, merci et merci à vous de votre attention. À bientôt.